les structures même de notre cerveau. Quand on explique Kant, souvent les professeurs de philosophie emploient la métaphore ou l'image des lunettes. Il dit, bon, les catégories, ce sont comme des lunettes à travers lesquelles vous voyez le monde, et un des problèmes du philosophe, c'est de voir les lunettes à travers lesquelles il voit. Bon, le sociologue, c'est exactement pareil. Simplement, ces lunettes, elles sont socialement constituées, variables selon les sociétés, selon les sexes, selon les âges, etc. Bon. Et donc, nous voyons le monde natal, le monde dans lequel nous avons été façonnés, celui de l'enfance, le monde scolaire, nous le voyons avec des lunettes qui sont le produit même du monde auquel nous appliquons notre regard. Bon, alors, par exemple, je pense qu'il y a peu d'univers à propos duquel nous soyons plus aveugles que le monde scolaire. Bon, j'allais dire, je pense que c'est vrai, que surtout quand nous sommes professeurs, quand nous sommes des produits d'élection du système scolaire, nous avons beaucoup de chance de ne pas voir l'essentiel, parce que cet essentiel, il est devenu une espèce de seconde nature, il est devenu structure mentale. Voilà. Et nous trouvons donc naturel des choses qui nous surprennent dès que nous voyons une autre tradition intellectuelle. Par exemple, je sais pas, la dissertation en 3 points, qui est une tradition, oui, une tradition nationale. Je pense que pour s'en étonner, il faut voir que c'est une invention de la scolastique, de saint Thomas, etc., donc, qui s'est perpétuée à travers la transmission scolaire, etc. etc. Bon, toutes sortes, on aurait des exemples par milliers. Et par exemple, toutes les valeurs implicites du système scolaire, ce que les professeurs mettent en œuvre dans leur jugement, quand ils mettent dans une marge brillant, sérieux, ils n'ont pas conscience d'employer une opposition tout à fait analogue à celle que Lévi-Strauss étudie à propos de la pensée sauvage, du même type que sec, humide ou chaud-froid. Bon, ce sont des oppositions qui ne paraissent évidentes et indiscutées que pour quelqu'un qui a baigné dans un univers structuré selon cette opposition. Ouais. Mais est-ce que ce principe de non-conscience qui est à la base donc, du travail de sociologue, est-ce qu'il donne lieu à la constitution d'une idée comme celle d'un inconscient social, comme celle d'un... Non, alors justement, cerner cette réalité. En fait, il y a plusieurs manières de ne pas avoir conscience. On a tendance à donner une réalité substantielle à ce qui doit être pensé en relation. Alors, pour ne pas développer ça abstraitement. C'est-à-dire que l'inconscient devient une sorte de double. Voilà. Alors, en réalité, donc, il y a déjà des choses qui sont implicites. Bon, c'est les exemples que je prenais, c'est de cet ordre. Ce qui paraît évident, ce sont des conduites, des pratiques régulières, des institutions qui sont organisées selon des oppositions, par exemple, dans beaucoup de sociétés, des oppositions dualistes, l'exemple étant masculin-féminin, ils sont organisés selon des oppositions que nous avons aussi dans l'esprit, et donc nous ne voyons pas l'arbitraire de ces oppositions parce que ça colle trop bien, en un sens. Notre cerveau, si on peut dire, est structuré comme le monde, et du coup, ça va de soi. Alors ça, c'est une part des choses, mais il y a aussi des choses que nous ne savons pas parce que nous ne voulons pas les savoir. Quand on dit « je ne veux pas le savoir », une résistance. Il y a des résistances. Voilà. Alors là, il y a des choses très importantes dans le monde social, et souvent, d'ailleurs, les deux choses se combinent. Il y a des choses qui sont, par exemple, sur le système scolaire, il y a des choses qui sont difficiles à savoir du fait de cet accord que je décrivais, mais aussi parce que à l'inconscience des mécanismes réels est associée toute une série d'intérêts. Bon, il y a des gens qui ont intérêt à ne pas savoir et à ce qu'on ne sache pas. Bon, alors on passe donc il y a des secrets. Par exemple, c'est un très bel exemple. J'avais un jour, je travaillais sur les grandes écoles, et dans une des grandes écoles, c'est l'école des études commerciales, l'administration, avec l'accord des élèves, avait fait une enquête sur les résultats ultérieurs des élèves de cette école, et ils avaient pris plusieurs variables explicatives. Il y avait le rang d'entrée dans l'école, la profession des parents, et puis quelques autres variables. Et ils découvraient une formidable corrélation
non pas avec le rang d'entrée, comme le croirait le système scolaire, mais avec la profession des parents. C'est-à-dire, plus on avait des parents de niveau élevé, plus, avec le même titre ancien de HEC, on avait des avantages économiques, sociaux, etc. Bon, cette enquête m'est tombée entre les mains par toutes sortes de ruses, c'est là qu'ils sont obligés de ruser, par l'intermédiaire de l'ancien élève qui me l'a passé, il y avait dessus secret. Bon, voilà. Autrement dit, ça pose des problèmes aux sociologues. Les sociologues, souvent, dévoilent des choses cachées. Et Bachelard le dit pour les sciences de la nature. Bachelard dit il n'y a de science que du cachet. Bon. Alors ça, on l'accorde à la physique, mais le sociologue dévoile. Ce qui ne veut pas dire qu'il dénonce, parce qu'en histoire, il dévoile des choses cachées. Et par le fait de dévoiler, évidemment, il attente à des intérêts. Il dérange. Et est-ce qu'il y a donc des techniques, des savoir-faire qui permettent cette traversée des apparences? Alors, évidemment, ce travail est extrêmement difficile. D'abord, il y a tout un travail du sociologue sur lui-même, enfin, qui est opéré avec l'aide de la communauté scientifique. Il ne faut pas oublier que le sociologue, comme tout savant, est inséré dans un univers de concurrence, de lutte, enfin, ou de lutte pour la vérité, mais aussi pour convaincre les autres d'erreurs, enfin, bon, etc. Et dans ces luttes, la vérité s'éprouve. C'est-à-dire, dès que je publie quelque chose, moi ou un autre, je m'expose. Bon, et tous les moyens sont bons pour réfuter. Bon. Donc il y a ça, et ces contrôles collectifs deviennent des contrôles subjectifs. Et la méthode scientifique, c'est au fond l'intériorisation de cet état, à un moment donné du temps, des contrôles. Bon, ça c'est le premier point. Oui, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que ces contrôles, ils sont exercés à travers des méthodes. Ce que nous avons en commun, par exemple, c'est un certain type de technique statistique. Lorsque, par exemple, je suis arrivé un jour à un débat, c'est un des grands souvenirs de ma vie, avec un historien de l'économie. Il s'agissait d'un débat sur le patronat, et il avait repris, je venais de publier un article sur le patronat en France, il avait repris mes statistiques, et il avait refait les analyses en mettant en œuvre la même méthode. Bon, et il me dit, mon cher collègue, je pense que vous avez fait une erreur, etc. Et je lui ai dit, comment avez-vous fait? Et j'ai vu qu'il avait éliminé une partie de la population qui expliquait la différence entre nos jugements. Donc là où la discussion disons ordinaire, affronte non pas des arguments, affronte des thèses antagonistes intéressées, la discussion scientifique affronte des hypothèses accompagnées d'éléments de preuve, et du même coup, pour parler comme l'autre, c'est toujours falsifiable, on peut refaire une démonstration. Alors, c'est ça la scientificité de la sociologie. Alors pour nous, les instruments, pour aller très vite, enfin les gens en ont une idée tout à fait sommaire. C'est quoi? C'est la technique d'enquête, c'est le questionnaire, questionnaire ouvert ou fermé, nous posons des questions aux gens, nous analysons statistiquement, la statistique est un des instruments les plus inévitables, et nous employons des instruments statistiques parfois très sophistiqués, du même type que ceux qu'emploie la physique la plus avancée, etc. Voilà. Alors il y a d'autres techniques, par exemple pour explorer en profondeur ce que les gens ne savent pas sur ce qu'ils font, on peut faire des entretiens très approfondis dans lesquels on travaille un peu, pour employer une analogie, comme Socrate. C'est-à-dire, non seulement on interroge, mais on assiste la personne interrogée qui peut ne pas avoir toujours les instruments d'expression nécessaires pour dire ce qu'elle éprouve. Pierre Bourdieu, est-ce qu'en matière de goût esthétique, de préférence alimentaire, de préférence vestimentaire, de manière de table, est-ce que nos distinctions nous distinguent, ou est-ce qu'on peut dire que nos classements nous classent? Oui, tout à fait. Le goût est cette chose très très paradoxale qui à la fois nous permet de faire des différences, de produire des préférences, de dire j'aime mieux ceci que cela, et en même temps qui nous rend justiciable de jugement de préférence. C'est-à-dire, on dira il a bon goût, il a mauvais goût. Autrement dit, c'est une sorte de pratique réflexive. Enfin, nous ne pouvons pas juger
dans ce domaine sans être justiciable de jugement, sans être jugé. Et c'est pourquoi d'ailleurs le sens commun dit des goûts et des couleurs ne discutent pas, ce qui est une façon d'évacuer le problème, de dire n'en parlons pas, en fait parce que ça serait trop grave. Une de mes découvertes en travaillant sur ce sujet, c'est que aujourd'hui il n'y a sûrement pas beaucoup de jugements qui engage autant les gens que les jugements de goût. C'est-à-dire, vous pouvez facilement faire rougir quelqu'un aujourd'hui, le faire rougir sur sa sexualité, ça devient de plus en plus difficile. Mais faire rougir sur une faute de goût, sur une gaffe, etc., c'est extrêmement facile. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés de l'enquête. L'enquête sur les problèmes de goût est très difficile parce que, évidemment, le rapport d'enquête est un rapport social. Et la personne interrogée a une idée du statut social de la personne qui l'interroge, donc de ses goûts, de ses préférences, et il a peur d'être jugé par l'interrogateur. Et de ce fait, il tend, d'autant plus qu'il est plus bas dans la hiérarchie sociale, à produire des jugements de goût qu'il juge conformes aux attentes de l'interrogateur. Par exemple, lorsqu'on est interrogé sur les goûts en musique, beaucoup de gens de petite bourgeoisie ou du haut des classes populaires disaient à la question aimez-vous la musique? Il répondait souvent oui, j'aime beaucoup les valses Strauss, parce que c'est la grande musique du pauvre, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on se fait de la grande musique, ce qu'on appelle la grande musique quand on n'est pas familier avec cet univers. Voilà. Il y a donc déjà une différence entre les goûts spontanés et les goûts proclamés. Voilà, donc il a fallu faire tout un travail pour contourner cette tendance à valoriser et pour se référer plus aux pratiques d'ailleurs aux déclarations. Par exemple, là nous avons fait toute une enquête qui a abouti à un livre qui s'appelle L'amour de l'art, qui est une enquête extrêmement lourde, longue et difficile, une enquête statistique, auprès du public des musées que nous attrapions à la sortie, que nous interrogions, etc. C'est-à-dire en situation de pratique. Bon, là, on est sûr que les gens étaient au musée puisqu'ils en sortaient. Et donc on obtient dans ce cas-là des mesures tout à fait inférieures à celles qu'on obtient quand on demande des déclarations combien de fois êtes-vous allé au musée au cours de l'année. Donc il y a une tendance à s'accorder plus de culture qu'on en a. Cela dit, donc, le goût et cette capacité bizarre de faire des distinctions qui distinguent. Et le titre de l'ouvrage dans lequel j'ai publié les principaux résultats concernant ce problème, la distinction, est un titre volontairement ambigu. D'ailleurs, rétrospectivement, je regrette cette ambiguïté parce que je pense qu'on a entendu que un des moteurs du monde social et en particulier des pratiques culturelles, c'est la volonté de se distinguer. Bon. En fait, cette volonté de se distinguer, le snobisme, ce qui n'est pas du tout l'idée du livre. En fait, nous sommes distingués, que nous soyons distingués selon la définition officielle ou pas. On peut dire que, par exemple, un petit commerçant que, au nom des normes dominantes, nous jugeons vulgaire, est distingué, en ce sens qu'il est différent des autres. Et en fait, l'idée centrale pour comprendre ces phénomènes, qui sont des phénomènes très compliqués, formidablement compliqués, c'est qu'il y a un espace de différence, selon plusieurs principes. De différences hiérarchisées. Oui, différences hiérarchisées. Des différences selon le sexe, selon l'âge, selon la profession, selon le niveau d'instruction, selon le capital économique, selon la résidence, Paris, province, etc. Il y a tout un espace de différences. Bon, et ces différences objectives, enfin dans les moyens, pourrait-on dire, les moyens de consommation, se retraduisent en différences dans les préférences manifestées. Bon, c'est-à-dire quand vous savez où quelqu'un se situe dans cet espace de différence, c'est-à-dire quand vous savez sur lui, sur sa profession, son niveau d'instruction, la profession de ses parents, etc., vous pouvez deviner en gros, sinon quelle catégorie de goût il aura, quelle catégorie de goût il ne peut pas avoir. Bon. Il y a une prédiction, une prévision qui signale une corrélation. Voilà.
Donc, alors là, je peux dire, on dit souvent de mon travail qu'il est déterministe. À quoi je réponds? Simplement,